Tu es même en avance. Ben, bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. On espère qu'il y aura quelques autres personnes qui nous rejoindront ensuite. Bienvenue sur ce live qui clôt la semaine sur la préhistoire. Et on est aujourd'hui avec Marc Jarry, qui travaille à l'INRAP, qui est ingénieur chargé de recherche et délégué et directeur adjoint scientifique. Donc ça fait beaucoup de choses. Je pense que Marc, tu vas mieux te présenter que ce que je ne pourrais faire. Donc je te laisse te présenter un petit peu. Qui es-tu? Voilà, alors si je mets dans l'ordre, on va dire ce que je préfère. Je suis avant tout un archéologue préhistorien. Mon employeur, c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive, donc l'INRAP, qui est l'institut qui est chargé de détecter et de fouiller les vestiges qui peuvent être enfouis sous les futurs aménagements, routes, autoroutes, piscines et autres constructions qui D'accord. viendraient à détruire le patrimoine. Donc voilà pourquoi il y a le préventive, Institut national de recherche archéologique préventive. Je suis rattaché au laboratoire TRACE, qui est donc le gros laboratoire d'archéologie de Toulouse. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que je suis docteur en préhistoire, que je dirige avec d'autres collègues les opérations archéologiques dans la grotte du Mas des Îles en Ariège, que je conseille très très vivement d'aller visiter dès qu'elle sera ouverte. Voilà, rien que l'endroit vaut le détour. C'est une des rares grottes où on a une route nationale qui passe dedans. C'est ça. C'est Et une c'est grotte pas loin. naturelle. Pas Voilà, c'est à 2 pas d'ici, c'est à 1 heure, même pas, non, à 3/4 d'heure de Toulouse. C'est un endroit vraiment magique, fantastique, immense. Là, le Porche, rien que le Porche, c'est 35 mètres de haut, donc voilà, je vous conseille. Et je suis aussi avec d'autres collègues dans l'autre hémisphère, avec des recherches dans l'Afrique australe, notamment en Afrique du Sud, en Namibie. Voilà, donc des terrains très variés, parce que d'un côté, on est à la recherche des origines de l'homme en Afrique du Sud et en Namibie, et au Botswana bientôt, et on va démarrer le Malawi dès que les avions pourront redécoller. Donc là, on est aux origines de l'homme. Et au Mas des Îles, on est à la fin du Paléolithique. Donc, ça pour vous dire que la thématique de cette semaine, c'était le Paléolithique. J'ai la chance de pouvoir travailler sur le début et la fin. Et j'ai fait une thèse sur l'intermédiaire, entre les deux. Donc, voilà, je papillonne un peu sur les périodes, mais c'est pas grave, c'est que 2,5 millions d'années, voire 3. Tu broutilles. Voilà. Je parlais de la création des galaxies avec des milliards d'années la semaine dernière. Ouais, vous fait peur, là, vertige, là. Bon, donc si on creuse une piscine, c'est toi qui viens creuser chez nous, vérifier qu'il n'y ait pas des choses trop intéressantes qu'on détruirait. Moi de mes collègues, voilà pourquoi j'ai une espèce de grade de délégué du directeur, etc., etc. Je suis chargé de coordonner une équipe d'archéologues. On est 72 à l'Institut sur Midi-Pyrénées pour aller à gauche et à droite sur le territoire. Voilà. Super. Bon, on va commencer par les questions qui vont devenir, je pense, des questions systématiques. Sinon, l'équipe de Délire d'encre va les réclamer, je vais me faire taper dessus. Déjà, combien as-tu eu au quiz? En vrai, En vrai, j'ai eu 9 sur 10 au quiz. 9 sur 10, d'accord. Je n'ai pas eu 10 sur 10. Je m'en doutais un petit peu parce qu'il y avait une question mais c'est parce que je chipote. Voilà. Il y a une des questions qui me titillait. Je me doutais que c'était un piège, mais j'ai préféré suivre ma conviction et donc voilà, je n'ai eu que 9 sur 10. Oui, Je à vous la base, on n'a expliquerai pas essayé pourquoi. de faire de piège pour les spécialistes, hein, mais c'est un dommage collatéral, on va dire. On chipote et voilà. Donc voilà, je n'ai eu que 9 sur 10, mais j'ai envie de dire, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Mais par contre, on peut se tromper et on doit se tromper pour avancer. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que sur ce quiz, personne n'a eu 10 sur 10. Même nous, enfin moi je ne l'ai pas créé, c'est un de nos collègues qui l'a créé. Même moi, j'ai pas eu 10 sur 10. En même temps, je suis loin d'être un spécialiste de la préhistoire. Mais dans l'équipe, je ne sais pas quelle était la meilleure note. Ceux de l'équipe, si vous voulez bien mettre vos notes sur le chat ou sur d'autres messageries, pour être anonyme, vous pouvez. C'est vrai que les questions étaient bien variées. Moi, j'ai bien aimé les explications, elles sont claires et nettes. Voilà, mais il y a juste un petit détail, c'est comme le coup de la Oui, majuscule. C'est pour ça que j'ai chipoté tout à l'heure, on en discutait entre nous. On met toujours une ouais, majuscule pour une espèce. Quand on parle d'Homo sapiens, tout on à met fait. une Ça nous est majuscule dans passé. Homo. Voilà. Si on ne met pas la majuscule, c'est une marque de lessive. Et si on parle de l'homme préhistorique, on met une majuscule Tout à à fait. homme. Voilà. Donc c'est pour ça. Mais voilà. Et donc Tout à fait. le petit détail, je pense qu'on y reviendra, c'est sur ce Cro-Magnon. Ce fameux Cro-Magnon, c'est celui qui m'a fait avoir 9 sur 10. Notre ami Voilà. Cro-Magnon.
Et donc, on voit qu'il y en a 2 qui assument, Jade qui a eu 5 sur 10 et Christine qui a eu 6 sur 10, donc ça va. Je suis curieux de voir les erreurs, parce que j'en suis sûr que tout le monde a fait les mêmes erreurs, parce qu'il y a tellement d'images qui sont Oui, véhiculées, ouais, euh, tout à fait. l'image de la grotte, l'image des silex aussi. On va y venir, c'était le but. Et la deuxième question, si tu n'avais pas fait d'archéologie, qu'est-ce que tu aurais aimé faire, en fait, tout simplement? Moi, je suis venu à Toulouse, quand j'ai passé mon bac, je suis venu à Toulouse pour être prof de dessin. Ah oui, donc rien à voir. Rien à voir, ou peut-être pas, mais il se trouve que pour être prof de dessin, il fallait faire l'histoire de l'art, et que l'histoire de l'art s'enseigne à C'est Toulouse vrai, en même temps que c'est l'archéologie. vrai. C'est l'histoire de l'art et l'archéologie, et j'ai pris goût à cette science qui est l'archéologie, et j'ai délaissé pour le professionnel le dessin, et je ne regrette pas. Et Voilà, justement, mais est-ce que le fait d'avoir fait du dessin et de l'histoire de l'art te sert, aujourd'hui dans ton métier ou pas du tout finalement, alors, moi, ça m'a servi pour avoir un métier, parce que j'ai commencé en fait comme dessinateur en archéologie, comme dessinateur spécialisé en outils préhistoriques. C'est très compliqué, on est très très peu nombreux à dessiner les outils préhistoriques, c'est quelque chose d'assez compliqué, même si l'informatique maintenant permet d'aller un peu plus vite, mais voilà, on dessinait à Ouais. l'époque avec la plume, à l'encre de Chine, et donc j'ai commencé, c'est ce qui m'a permis, je voulais être préhistorien, hein, mais ça m'a permis d'avoir mes premiers contrats, parce que je dessinais pas trop mal, et Ah! ça m'a permis d'avoir mes premiers contrats, de rentrer dans mon institut comme dessinateur, et en fait, à partir du moment où je suis rentré dans l'institut, j'ai presque plus fait de dessin, sauf pour moi, et parce que je suis devenu responsable d'opération, ingénieur, et donc j'ai pu faire archéologue. Et l'autre relation entre le dessin et l'archéologie, on est tous plus ou moins dessinateurs, parce qu'un archéologue, il ne faut pas oublier que l'archéologue, c'est celui qui. Il faut imaginer, on lit un livre, au fur et à mesure qu'on lit les pages, on brûle Ouais. les pages. Mais l'archéologue, au fur et à mesure qu'il fouille, il détruit ce qu'il est en train de fouiller, donc il Et oui, faut absolument tout faire, faut tout garder des préserver. traces en fait. Mmh. Voilà. Et ces traces, on les garde en écrivant, on les garde beaucoup maintenant en photographiant, heureusement, maintenant en plus on a la 3D, etc. Mais on dessine beaucoup, et moi je me plais à dire qu'on est avant tout archéographe. Il vaut mieux être un bon archéographe, un mauvais archéologue, que le contraire, parce qu'au mieux, si on est un bon archéographe, au moins on a bien enregistré ce qu'on Ouais, a les fouillé. autres pourront s'en Voilà. servir, Donc le oui, ça dessin, voilà. Donc il ne ça faut fait jamais presque, désespérer, on peut être archéologue plus tard. presque penser finalement aux gens qui étaient je pensais aux grandes expéditions, qui partaient aux 4 coins du monde où il y avait toujours un dessinateur qui était botaniste, pour ramener les dessins, puisqu'à l'époque ils n'avaient pas trop la photo quand même. Bah, je m'amuse encore en mission en Afrique du Sud à amener des aquarelles et un petit papier Oh! pour faire quelques petites aquarelles quand l'équipe me laisse le temps à la Chouette ça. pause. Voilà. Mais bon, c'est un amusement maintenant. Je regardais. Non, pour l'instant il n'y a pas de justement pour redonner le quiz, pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'il y en a quelques-uns la semaine dernière qui n'avaient pas vu le quiz ou qui ne comprenaient pas tout à fait ce qu'on était en train de faire. Cette fois-ci, vous n'avez plus d'excuses, vous avez le quiz dans le chat. Et en parlant du quiz, comme chaque semaine, on va revoir un petit peu les questions qui ont eu le moins de bonnes réponses. Et là, on va commencer avec la question, c'était la numéro 4, qui était sur où vivaient les hommes, au Paléolithique. Je me doutais de cette question. Eh oui, tout Les à idées fait. reçues, On a toujours l'image de l'homme préhistorique avec un os dans le nez au fond d'une grotte. qui traînent madame par les cheveux hein, pour la sortir en dehors de la Exactement. grotte. Ouais, Voilà. Non, mais c'est une image qui a la dent dure, qu'il a fallu longtemps. Il faudra, je pense, encore longtemps pour l'expurger, cette image, parce qu'en fait, quand je dirais, la préhistoire est une science très jeune. On a conscience de la préhistoire que depuis le milieu du 19e siècle. Et à c'est partir du moment, voilà. waouh! L'archéologie, disons qu'il faut attendre quand même le principe de l'évolution des espèces pour comprendre qu'il peut y avoir une évolution et le temps long. Donc ça, Darwin, c'est le milieu du 19e. C'est C'est vrai. aussi l'époque où, vers 1800, entre 1860 et 1870, on va donc, sur cette base de l'ancienneté, d'espèces disparues, on dit, OK, il y a l'évolution, il y a des espèces disparues, il y en a qui ont évolué, il y en a qui ont disparu. Mais maintenant, ce qui est le problème, c'est qu'on trouve des industries, donc, pardon, des pierres taillées, des outils façonnés par l'homme associés à des espèces disparues. Et c'est comme ça que naît la notion de préhistoire. On se dit, il existe une histoire avant l'histoire, il existe une histoire associée à des animaux qu'avant on appelait antédiluviens, avant le déluge.
Eh oui, Donc, mais là, on est quand même encore dans une société qui est fortement croyante, mais croyante en une vérité inscrite dans le livre, dans la Bible, avec Adam et Ève, le déluge, etc. Donc, ouais, découvre tout à coup qu'il y a des personnes différentes, et notamment on découvre Néandertal. C'est le premier qu'on a découvert. Au début, on pense que c'est un Cosaque, hein, une espèce de Russe mal formé, malade. Voilà, on découvre Néandertal, puis petit à petit, on se rend compte, ben non, en fait, c'est un ancêtre. Donc, à partir du moment où un ancêtre qui a cette tête-là et bon, on va avoir tendance à quand même se placer en haut de la création, nous, maintenant, et donc nos prédécesseurs qui sont proches du monde animal, allaient reculer vers le monde animal pour bien les dissocier de nous. oui, En plus, on les trouve massivement, ces vestiges, dans les grottes, puisque la grotte est quand même, il faut imaginer que la grotte, c'est un très très beau piège. Voilà, pour conserver des vestiges archéologiques, il faut un piège. Voilà. Là, quand on voit par exemple sur cette image, c'est l'exemple typique, ça se passe en Namibie, mais ça pourrait être n'importe où ailleurs. On a l'image de la grotte qu'on pénètre par le porche, mais là, on peut avoir simplement ce trou au plafond qui fait que tout ce qui tombe y est piégé, et donc c'est un énorme piège, c'est une accumulation, et tout ça, ça se fait des espèces de couches, ce qu'on appelle des couches, la stratigraphie, et ça peut conserver les choses. En plus, les grottes sont la plupart du temps faites dans des roches qui ne sont pas acides, qui n'attaquent pas les d'accord, vestiges, donc on garde les os. Ça conserve très bien l'os, c'est un conservatoire. Donc, logiquement, les préhistoriens qui recherchaient des vestiges anciens sont allés logiquement dans les grottes qui sont des pièges. Puis c'est un trou, il n'y a rien de mieux pour préserver les choses qu'un trou. Alors que où trouver un campement préhistorique dans la nature? Il y en a peut-être un dans le champ à côté, j'en sais rien, tant que j'ai pas fait un c'est trou ça. dedans, c'est assez compliqué. Et en plus, on n'a pas de stratigraphie, ou rarement, ou plus difficilement, ce qui fait que on va être gêné pour classer, en fait. Voilà, donc l'homme préhistorique et la femme préhistorique, on va avoir tendance, voilà, L'humain préhistorique, comme on disait tout à l'heure. voilà, on le trouve dans les grottes, dans les cavernes, on le trouve plutôt archaïque, on va le repousser vers le loin, donc le lointain passé, et donc on va en faire quelque chose voilà, qui est l'homme des cavernes, voilà, qui n'a pas entendu jusqu'à très récemment le principe, l'homme des cavernes. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas allé dans les cavernes, qu'il n'a pas fréquenté les cavernes. Les hommes préhistoriques sont assez tôt rentrés dans les cavernes. En fait, ils se sont surtout installés sur les porches d'entrée des cavernes. C'est un abri naturel. Alors Ouais, c'est un abri, ça protège donc. Donc les zones préhistoriques ont eu tendance à s'y installer. Et puis pareil, il y a le même principe de sédimentation et de conservation. Donc ils vont s'installer, oui, dans les grottes, mais avant tout sur les porches d'entrée. Le fond des grottes, il faudra attendre un petit moment quand même pour qu'ils y rentrent, parce que c'est un milieu qui est totalement obscur, qui est sous étranger. des Il torches. faut vraiment maîtriser la lumière. Et quand je dis maîtriser, qui sait déjà, il suffit d'aller dans une grotte, hein. Vous éteignez les lumières, c'est très surprenant. C'est un noir C'est assez total. impressionnant, oui. Voilà, c'est un noir total et au bout de 3 mètres, on est désorienté. Donc voilà, c'est une aventure que de pénétrer dans la grotte, mais les hommes et les femmes préhistoriques, ils pénétreront assez tôt. On a des exemples en Afrique du Sud à 300 000 ans, mais après, à partir du moment où la grotte va être découverte, les hommes préhistoriques vont s'y aventurer assez souvent, et on connaît tous ces exemples d'art rupestre et d'art pariétal au fond des grottes, mais ce n'est pas le lieu d'habitat naturel. Voilà. Le lieu d'habitat naturel, c'est vous iriez habiter dans une grotte, c'est humide, Non, il y a souvent moi des non. chauves-souris. Voilà. Ben, moi, j'aurais tendance à me faire un abri à l'extérieur, ce qu'on fait tous hein, quand on va en camping, c'est le plus logique. Mais comment détecter un site? Et c'est là que l'archéologie préventive, celle qui est mon métier, a permis de faire vraiment, de développer vraiment cette recherche dans le plein air, parce que quand on suit les travaux d'une autoroute et qu'on fait 3000 sondages le long d'une autoroute, on traverse des territoires énormes et on découvre des habitats de plein air. Et depuis maintenant une trentaine d'années en France, on a découvert une grande quantité d'habitats de plein air qui a révolutionné pour nous. Comme par exemple, là, c'est un habitat qui date d'à peu près 80 000 ans, néandertalien, qu'on a trouvé à côté de Poitiers. Alors là, c'est une restitution, mais on a retrouvé les trous des poteaux, on a retrouvé les aires pour les foyers, les aires de débitage des silex. Donc voilà, on peut reconstituer cet habitat de plein air. Et en fait, l'habitat de plein air je regarde le chat en même temps, ça me perturbe. Et cet habitat plein air, là, c'est une restitution d'une hutte magdalénienne, c'est-à-dire de la fin du Paléolithique. Mais de plus en plus, nous, préhistoriens, on abandonne la grotte comme habitat, on garde l'abri,
Et c'est surtout le plein air, l'habitat naturel. On est proche du gibier, on va être proche de la rivière, on va être proche de la vie normale. D'autant plus qu'il y a des grandes régions où il n'y a pas de grotte. Oui, Donc, si quelqu'un me trouvait mais il une y avait grotte, quand même des hommes, ouais. voilà. À côté, là, à Toulouse, on n'a pas de grotte. Pourtant, il y a eu des occupations préhistoriques et on les découvre. Maintenant, on fait cette archéologie dite préventive au hasard en fait des champs qu'on traverse. Et Donc, justement, pardon. vas-y, vas-y, fini. Je dis par rapport à cette question, je crois que les plusieurs réponses, quel est l'habitat normal pendant la préhistoire? Ça va être des huttes, c'est-à-dire des habitats légers, plus ou moins légers, hein. Je citerai par exemple l'exemple en Russie où ils ont fabriqué des huttes avec des défenses de mammouth et des os de mammouth. Ce que tu me disais C'est quand on a préparé, c'est extraordinaire ça. très, très, surtout en plus dans des états de conservation extraordinaires, ça a été retrouvé en Russie, mais ça va être des huttes plutôt légères. Pourquoi légères? Parce qu'en plus, ces populations sont des chasseurs-cueilleurs. Qui dit chasseur-cueilleur dit bah, on suit le gibier, on suit les saisons. Donc ce sont des peuples nomades et mobiles. Donc ils vont Donc avoir il fallait pouvoir logiquement. transporter. Alors que la grotte sur le dos, c'est plus difficile. C'est plus compliqué. J'ai essayé une fois avec Simon, mon collègue de délire d'encre, on a mis du temps à la bouger quand même. Et tu as cité plusieurs dates et justement, ça faisait écho à une question du chat tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais rappeler un petit peu les dates de la préhistoire, du paléolithique, etc. Quels sont les gros jalons rapidement Alors la semaine dernière, vous aviez des jalons qui étaient extraordinaires avec l'astrophysique. Nos jalons sont plus courts et par rapport à l'histoire de la Terre, mais disons que le paléolithique, donc la préhistoire ancienne, c'est-à-dire celle où l'homme est encore chasseur-cueilleur, puisqu'après au néolithique il devient sédentaire, ce paléolithique qui commence avec l'apparition de l'homme au sens espèce Homo, le genre Homo, donc avec Homo habilis, etc. Le genre Homo, il apparaît à peu près il y a 2,5 millions d'années. Donc, on Ça garde commence ça à en faire tête. un moment. 2,5 millions d'années, et il finit à la fin donc de cette période, il finit avec le début du néolithique, donc avec il y a aussi le mésolithique entre les deux. Je vais pas les pauvres mésolithiciens, mes collègues, je vais pas les oublier. Et elle finit avec le mésolithique, donc qui est la transition vers le néolithique, qui est la sédentarisation des populations avec l'invention de la domestication animale et végétale. Mais donc voilà, donc de 2,5 millions d'années jusqu'à à peu près donc 12 000 ans, 10 000 ans. Ça dépend si on parle avant le présent, il y a toujours le problème avant le présent. Donc il y a à peu près 10 000 ans. Donc on voit bien, ça fait grosso modo 2,5 millions d'années. D'accord. C'est peu dans l'histoire de la Terre. Grosse période, quand même. Voilà. Et c'est pour ça que ce que je cite toujours comme exemple pour essayer de se repérer, c'est que la distance qui nous sépare de la fin du paléolithique, c'est-à-dire que la fin des chasseurs-cueilleurs, si on compte qu'une génération, une génération humaine, c'est en moyenne 25 ans, c'est-à-dire qu'une génération se renouvelle à peu près tous les 25 ans, à la fin du paléolithique, ça correspond par rapport à nous, 500 générations. C'est-à-dire que grosso modo, le dernier préhistorique, notre ancêtre, c'était il y a 500 grands-parents. 500, c'est beaucoup. Ça commence à Et faire le, pas mal. Ouais. ça commence à faire, mais on imagine. Moi, j'imagine un billet de 500 euros, je peux l'imaginer. Par contre, le paléolithique lui-même, c'est plus de 100 000 générations. Et 100 000 euros, je n'arrive pas à imaginer ce que c'est. Enfin, si, mais bon. Surtout un billet, on va dire, de 100 000 Voilà, euros. dans ma poche, voilà, donc, voilà, 100 000 générations, c'est le paléolithique. 50 000 générations, c'est ce qui nous sépare du paléolithique. Donc, c'était hier, mais ça dure depuis longtemps. Donc, Et, dans cette immensité des temps, eh ben, on a essayé de comprendre comment ça se passe. Donc, l'émergence de l'homme, déjà, c'est compliqué. La fin, on arrive à peu près, même si elle n'est pas partout dans le monde entier au même moment. oui, Le néolithique n'apparaît pas partout au même moment dans le monde. Mais par contre, le début, quand l'espèce apparaît, ça c'est compliqué. Qu'est-ce qui définit Homo? H-O-M-O, donc Homo, l'espèce humaine. Voilà. C'est une question complexe. et du Je ne sais coup, pas si on y peut-être, répond maintenant. on en a parlé tout à l'heure, peut-être qu'on y répondra après. Je crois qu'il y avait une question dessus. J'ai vu Mais une justement, question. Où se trouvent les sites trouvés à Toulouse? Je vois cette petite question ouais, parce que c'est marrant, mais il c'était y en a juste partout. pour finir sur les dates. Finalement, l'histoire commence quand? L'histoire. Alors, Ou les peut-être la archéologues ont rappeler une pour tout le monde. définition d'histoire. Les archéologues ont une définition d'histoire, elle peut être contestée, elle peut être contestable. L'histoire, c'est à partir du moment où donc un peuple rentre dans l'histoire à partir du moment où il a l'écriture. D'accord, donc c'est bien ça. Les C'est ma Gaulois ne sont. je suis au lycée, c'est bon. Voilà. Alors, on peut la contester. Il y a donc l'histoire, c'est un peuple qui connaît l'écriture. Les Romains,
étaient dans l'histoire, alors que les Gaulois n'étaient pas. Alors on a Alors créé qu'ils une é période, alors on qu'ils a étaient quand créé, même contemporains, oui, voilà, on a créé une jusqu'à un période moment. intermédiaire qu'on appelle la proto-histoire. La proto-histoire, c'est l'histoire des peuples qui n'ont pas l'écriture, mais qui sont en contact avec des peuples qui l'ont. Les Gaulois, par exemple, sont la période gauloise en Europe, c'est de la proto-histoire. Il y a des peuples au nord du Japon qui sont restés dans la proto-histoire jusqu'en 1960, par exemple. Ah ouais! Et actuellement, il existe quasiment plus de peuples qui n'ont pas l'écriture, mais il en existe encore, et ils sont encore dans la proto-histoire. Donc, il ne faut pas imaginer ces Oui, caractéristiques. c'est pas un continuum, direct, en fait. C'est pas un continuum direct et c'est pas non plus une échelle de valeur. Être dans l'histoire, c'est pas être au-dessus de la proto-histoire, c'est être à côté. Chacun son histoire. C'est Nous super sommes avec important de le en H. rappeler, ouais. Voilà. Donc le paléolithique, lui par contre, il est assez mondial, même si on n'appelle pas toutes les périodes pareilles. En Afrique, on ne va pas appeler ça le paléolithique, mais il y a une autre appellation, mais ça reste la grande période de l'apparition de l'humanité jusqu'à sa sédentarisation. Et justement, on en parlait tout à l'heure pendant la préparation. Une question, pourquoi il y a le mot lithos, pierre, dans les dénominations? Parce que faut se mettre dans la peau des préhistoriens d'il y a 150 ans maintenant, qui ont surtout trouvé comme vestige la pierre. Quelle est la meilleure trace qui se conserve le plus longtemps possible? C'est la pierre. Alors, à côté, il y avait les vestiges, parfois, il y avait des vestiges en os, etc. Mais eux, on ne peut pas caractériser une culture. Enfin, à l'époque, on n'avait pas encore trouvé que les hommes préhistoriques façonnaient de l'os. C'est venu après. Et c'est ce qui a servi après à faire les sous-étages. Mais les premiers grands étages, quand on définit le terme de paléolithique, en 1860, la date était bonne dans le, 1800, je ne veux pas dire de bêtises, 65, voilà, on est bien là-dedans, quand on définit le mot paléolithique en 1865, on cherche à définir une grande période dont on distingue qu'il y a beaucoup de vestiges en pierre, mais qu'il y a une période où visiblement il y a la pierre qu'on va polir, et avant il y a la pierre qu'on taille. La pierre qu'on va polir, c'est ce qu'on va appeler plus tard le néolithique, c'est la nouvelle pierre, et la pierre qui est taillée, c'est la pierre ancienne, le paléolithique. Donc on utilise le mot paléolithique maintenant, il est très contestable, pareil, parce que si on définissait la préhistoire uniquement à partir des pierres, on oublierait Oui, beaucoup ça de marche choses. plus. Voilà. Mais on a mis ces étiquettes-là, on les garde. Voilà, on les garde parce qu'elles quand même, elles symbolisent bien la grande rupture qu'il peut y avoir avec la fin du paléolithique et le néolithique, avec la petite période au milieu qui est le mésolithique, méso pour milieu. C'est bizarre, hein, une pierre du milieu, pierre ancienne. Voilà. Depuis, si je devais définir le néolithique, je ne le définirais pas par la pierre polie, mais je le définirais par la sédentarisation, par l'invention de l'agriculture, de l'élevage, etc., etc. Et le paléolithique lui-même est redécoupé en sous-périodes, avec le paléolithique ancien, le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur. Le paléolithique supérieur, pour faire simple, c'est celui que tout le monde connaît, c'est le nôtre. C'est-à-dire, c'est le moment où Homo sapiens arrive en Europe, pour ce qui est de l'Europe, C'était il y a combien de temps, ça, à peu près? il y a 35 000 ans à peu près. Voilà. D'accord. J'ai à peu près parce qu'il lui faut le temps d'occuper l'Europe, à notre cher Aurignaciens, à notre cher Cro-Magnon, pour arriver jusqu'aux Aisies, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, je montre sur le Cro-Magnon. Et donc, vers 35 000 ans, on a cette population d'humains qu'on appelle maintenant hommes anatomiquement modernes, Homo sapiens, qui arrive en Europe. Il arrive il y a quelques 35 000 ans. Et donc, à partir du moment où il arrive jusqu'à la fin du paléolithique, c'est le paléolithique supérieur. Si je veux être caricatural, le paléolithique moyen, qu'on va faire commencer à 200 000 ans jusqu'à 35 000 ans, je sais pas si on suit, ce paléolithique moyen, en Europe, il caractérise à peu près Néandertal. Ouais. Avant, ça va être toute la période pour l'Europe où Homo erectus arrive en Europe et évolue en forme de Néandertal. Je ne sais pas si c'est simple. C'est pas tout à fait la même chose dans d'autres pays parce que ça dépend de la chronologie. En Afrique, le paléolithique supérieur va commencer plus tôt, puisque Homo sapiens apparaît beaucoup plus tôt en Afrique. Mais on l'appelle pas paléolithique supérieur là-bas. Mais on va laisser, voilà, déjà on va se garder chez nous, on va voir à quoi ça ressemble. En Europe, on va dire que l'installation d'Erectus en Europe, c'est le paléolithique inférieur, avec sa transformation en Néandertal. À partir du moment où on a un Néandertal, c'est le paléolithique moyen, Ouais. qui finit à 35 000 ans. Et là, la rupture est brutale, parce que d'un seul coup, je dirais d'un seul coup,
1000 ou 2000 ans, hein. C'est d'un Oui, seul coup. une broutille par rapport à des Voilà. millions d'années. Donc, au fur et à mesure que Sapiens arrive en Europe, on voit reculer Néandertal. Et le dernier Néandertal connu, je dirais, il est au Portugal. C'est-à-dire au bout du Finistère de l'Europe. Voilà. Donc, D'accord. ces 3 subdivisions du paléolithique. Le mot paléolithique est un peu vieillot, un peu désuet, mais on le garde. C'est comme une belle étiquette sur un bocal. Et tout à l'heure, il y avait une question, c'était sur les grottes et ça fait la transition avec la question suivante dont je voulais parler. C'était pourquoi est-ce que finalement, les hommes préhistoriques allaient peindre au fin fond des grottes? Et ça faisait écho à la question numéro 6, qui était: à qui sont, attribuées les premières peintures dans les grottes? Alors, Et il y avait 2 les, réponses sur celle-là et c'est sur celle-là où on n'était pas d'accord. avec la réponse sur le, ah oui, dans le questionnaire. C'était ça, ouais. Voilà. Question Oui, parce que 6. en fait, on va parler de manière générale de l'art. L'art, c'est le fait de représenter quelque chose qui n'est pas forcément utilitaire, ça peut l'être aussi, on en reparlera, mais une expression graphique quelconque, c'est une forme d'art. Je fais un gribouillis au coin de mon carnet, hein, pendant une réunion où je m'ennuie, et Dieu sait s'il y en a, c'est une forme d'art parce que c'est une expression graphique qui vient de moi, qui exprime quelque chose, peut-être l'ennui. Donc cette expression graphique, elle apparaît assez tôt en Afrique. On a des premières expressions vers 100 000 ans, notamment en Afrique du Sud, où on a des fragments d'autruches qui portent des petites stries très régulières. Petit à petit, on va trouver des parures corporelles, comme des perles, des choses comme ça. Ouais. Donc cet art graphique, on le retrouve donc assez tôt, vers 100 000 ans. Par exemple, là, cet os avec des petites marques, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça représente le temps qui passe? Est-ce que ça représente? Cet exemple n'est peut-être pas le plus parlant, mais ça va être une expression graphique non figurative. Donc ça apparaît assez tôt et c'est, pour l'instant, associé à Homo sapiens en Afrique. Il y a 100 000 ans. Je rappelle que Homo sapiens apparaît en Afrique il y a quelques 200 000 ans. Avant qu'on vienne en Europe, ce que je disais tout à l'heure, avant que nos petits Cro-Magnons arrivent en Europe, ils étaient déjà en Afrique depuis 200 000 ans. Donc, et on a une expression graphique qui apparaît vers 100 000 ans. Après, ce qu'on retient, nous, et ce que retient en général le grand public, au sens noble du terme, c'est, on retient ce qui nous impressionne, ce qui m'impressionne moi aussi, c'est cet art des cavernes. Cet art, qu'est-ce qui fait qu'il nous fascine? C'est il nous parle, c'est qu'il est figuratif. Et cet art figuratif, il apparaît de manière lui aussi assez brutale. Il y a des prémices, on a des prémices jusqu'en Inde, vers 60 000 ans, mais grosso modo, entre 40 et 30 000 ans, même plutôt et 35 000 ans, d'un seul coup, tout le monde se met à faire de l'art figuratif, narratif, expressif. Moi, j'ai envie de dire qu'en narratif, c'est dans le sens où il raconte une histoire. C'est peut-être pour ça qu'il nous parle le plus. Voilà. Il nous parle, on l'entend, enfin, on le voit. De Plutôt là à oui. le comprendre, je crois qu'on ne le saura jamais. Il y a plusieurs interprétations qui vont chercher à expliquer ce que disait ce message. Je pense qu'on n'en percevra jamais le fond. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il raconte quelque chose, il est expressif. Et c'est pour ça que, voilà, que en général, le grand public retient ça et on va dire, oh là, ça apparaît. Voilà. L'exemple le plus beau, je dirais, de cet art graphique, c'est la grotte Chauvet, datée à 35 000 ans. Donc, on est vraiment cette Grotte période Chauvet qui se situe où pour tout le monde? qui se situe en Ardèche, donc en France. C'est une fantastique grotte qui a été découverte il y a seulement 25 ans, dont les publications sont seulement en train de sortir, scientifiques, parce qu'il a fallu du temps pour l'étudier, d'autant qu'on ne pose même pas le pied sur le sol. Des parcours, hein. Bref, c'est très À ce compliqué. point-là, waouh! Oui, parce qu'on ne veut pas refaire les erreurs de Lascaux, où on est allé un peu vite. Voilà. Donc, voilà, Chauvet, ce sont les premières formes de cet art, parmi les premières formes de cet art qui exprime quelque chose et qui nous parle. Même si oui, on vous parle, mais on ne comprend pas. Donc, oui, donc la question, c'était qui sont les premiers à faire Oui. cet art. Moi, j'ai envie de dire, c'est Sapiens, pour ce qui est de l'art graphique, mais pas que, parce qu'on a notre ami Néandertal qui, lui aussi, de temps en temps, fait des petits symboles sur des os avec des petits graffitis. On a cet art non figuratif. Par contre, l'explosion de l'art figuratif avec Sapiens, c'est extraordinaire. Et, euh, et pourquoi dans les grottes? Moi, j'ai envie de dire, c'est le même phénomène que ce que j'ai dit au début. On les a dans les grottes, parce qu'ils y sont allés. Et nous pensons effectivement que la grotte est quelque chose qui a dû attirer et susciter quelque chose dans le domaine du mystère. Donc effectivement, quand on voit l'organisation des œuvres dans certaines grottes, on sent qu'il y a un processus plus on va loin, plus on va profond, plus on va cacher, plus ça devient complexe et symbolique.
Je schématise, je caricature un peu, mais c'est un petit peu ça. Donc la grotte doit avoir quelque chose. Mais cet art n'est pas que dans la grotte. D'abord, on a l'art mobilier, c'est-à-dire l'art Ouais. qui se transporte sur soi. On a des œuvres d'art mobilier qui sont fantastiques dans le monde entier. Des os avec par-dessus peint des poissons, des rennes, des choses expressives. Ces mobiliers, ça peut être de l'os, mais ça peut être aussi des plaquettes de pierre sur lesquelles on grave. On a des milliers de plaquettes avec des figurations gravées dessus. Donc cet art se transporte aussi. Est-ce qu'il a le même rôle que l'art qu'on trouve dans les grottes? Sûrement pas. Mais en tout cas, on a Oui, un c'est pas le art qui même. se transporte. Donc c'est pas que l'art des cavernes. Toujours pareil, hein, sortons de la caverne. Et mieux que ça, c'est que quelquefois, on a des miracles qui se passent. Et le miracle en Europe, on l'a une fois, c'est au Portugal, dans la vallée du Foscoa. C'est au Portugal, on a une vallée où, miraculeusement, les gravures ont été conservées en plein air. Et on a des centaines de gravures d'animaux, les mêmes qu'on a dans les grottes, sauf qu'elles sont gravées, elles ne sont pas peintes. Si elles étaient peintes, elles auraient disparu. Mais ce qui est gravé a été préservé. Et ne serait-ce qu'il y a 2 semaines, j'ai vu passer un papier, un très gros article scientifique. On a découvert dans la vallée du Foscoa une gravure de roc, où le roc il fait 4 mètres de haut. Un énorme roc gravé en plein air. Donc l'art des cavernes, oui, mais voilà. Là, une fois de plus, c'est une distorsion du fait que ça conserve bien. C'est Ce qui ça, veut pas puis dire c'est le plus voilà, connu du grand public également, ouais. voilà. Et puis il y a un mystère qui devait sûrement exister. Et effectivement, il n'y allait pas pour rien. Mais en même temps, c'est aussi un art qui nous marque, nous, parce que ça, nous-mêmes, enfin, qui n'est pas allé dans une grotte, n'a pas ressenti le. Je ne suis pas du tout mystique, donc ce n'est pas le mot que j'utiliserai, mais n'a pas ressenti l'impression qu'on a quand on est au cœur de la Terre. Voilà. Et Ouais. nous-mêmes, ça nous parle, effectivement. Aller visiter la grotte de Nio en Ariège, au-dessus de Tarascon, c'est fantastique. On enlève, même si on enlève les peintures, hein. Allez, on enlève les peintures parce qu'elles-mêmes sont effarantes, mais rentrez, vous promenez dans cette grotte-là, c'est fantastique. Ça résonne comme une cathédrale, on est sensible à ça. Donc on peut imaginer que les hommes préhistoriques et les femmes préhistoriques l'ont été aussi sensibles. Oui. C'est presque un Mais voyage hors du temps, en fait. voilà, moi le temps s'arrête dans une grotte, le temps, le son s'arrête, tout, voilà. Donc c'est un endroit magique qui nous interpelle, qui a dû interpeller les préhistoriques, mais pas que. Voilà. On trouve aussi cet art mobilier qui est fantastique. Et, vous avez vu dans le questionnaire ce propulseur au fan, cette espèce de sculpture où on voyait un fan. Ça, c'était la dernière question, ouais. Voilà, ce propulseur au fan. Celui-là, c'est pas, vous remarquerez que c'est pas celui qui était dans le questionnaire. Dans celui qui était dans le questionnaire, il venait de la grotte de Bédéiac, qui est une autre grotte en Ariège, qui est à 2 pas de la grotte du Mazazil. Et celui-là, il vient de Juste la à grotte du côté, ouais. Mazazil. Et vous les mettez l'un à côté de l'autre, ils sont très, très, très similaires. Il y a juste un petit détail sur la position de la tête, etc. Mais cette sculpture-là, c'est de l'art. C'est une des plus belles œuvres d'art de l'humanité. Pareil, bon, allez vous promener, dès qu'on pourra dépasser les 100 km, allez à Brassampouille, dans les Landes. Il y a une grotte où a été découverte la Vénus de Brassampouille, qui est une petite tête en ivoire de mammouth, c'est fantastique. À 2 pas, ici, on a la Vénus de Lespuc qui a été trouvée à Montmorin. Ce sont des œuvres d'art qui se transportent, qui sont fantastiques. Et on n'est pas dans la grotte, on est hors de la grotte. Donc, cet objet, et j'en profite pour rebondir sur la question numéro je ne sais combien, qui était qu'est-ce que c'est que cet objet? C'était la C'est dernière, pas, la 10, ouais. voilà, c'est pas un décapsuleur de bouteille, bien que Il ça devrait en faire. Ça devrait se en vendrait faire. super bien. Ça existe, hein, je ne vais pas vous le dire, mais ça existe. Ah, Alors ça pourquoi je dis m'intéresse. voilà, pourquoi je dis un décapsuleur? Parce qu'il y a un petit détail que vous pourrez remarquer sur cet objet, qui là n'est pas photographié en entier, c'est que, alors ça représente un isard, on dit un fan, mais en fait c'est probablement un isard. On a un isard qui visiblement, ou une isarde, je ne sais pas si on dit isarde au féminin, qui visiblement met au monde un bébé isard, et on a un oiseau qui vient picorer le placenta. Vous remarquerez la subtilité de la représentation naturaliste de la chose. Elle se retourne, l'isard et même ce genre d'animaux, quand ils mettent au monde, ont cette position caractéristique. Mais ce qui est intéressant, au-delà de la représentation naturaliste et de la beauté de l'objet, c'est que l'oiseau fait un petit crochet. Si on regarde bien, il fait un petit crochet. Alors ce crochet, ça ne sert pas à décapsuler les capsules de bière qui n'apparaîtront que plusieurs millénaires plus tard. Ça sert, ça sert à accrocher le bout de la lance. Alors, le propulseur, ça s'appelle donc un propulseur. Cet objet, c'est un objet d'arme, c'est avant tout un objet utilitaire.
Il sert de lien. Alors, vous avez le petit crochet dont j'ai parlé, là, le petit crochet pour décapsuler. Vous y mettez le bout de la lance. Le manche, il doit faire à peu près une vingtaine de centimètres ou une trentaine de centimètres, ça dépend de l'effet recherché. Donc, vous tenez le manche de cet objet dans la main et avec le pouce et l'index, vous allez tenir la lance qui elle-même donc, est accrochée dans le décapsuleur. Et dans la position qu'on voit sur cette image, ce propulseur va permettre de propulser la lance vers les animaux chassés. Alors, quel Ça, est l'avantage? ça fait Ça, l'équivalent d'avoir un grand bras finalement. voilà, ça équivaut à avoir un grand bras, donc avoir beaucoup plus de puissance. Alors, on organise, les collègues organisent tous les ans les championnats d'Europe de tir aux armes préhistoriques, et on a quelques champions du propulseur, et on peut arriver à propulser avec un propulseur une lance à près de 150 mètres. C'est quelque Ah chose qui est oui, très efficace. Donc, ça va très loin. Mais au-delà du fait que ça va très loin, le fait de pouvoir guider la lance sur tout le chemin permet d'être plus précis. Donc, ce propulseur permet. Alors, on ne va pas tuer un gibier qui est à 150 mètres, mais comme on peut approcher un cheval, un renne ou un bison à une cinquantaine de mètres, donc on va être puissant et précis. Tout ça. Comment on fait quand on n'a pas ça? On est obligé d'y aller au javelot brut. Alors là, le javelot, pour être efficace, il faut être à 20 mètres. Ou au pire, avec un d'accord. pieu. Avec un pieu, on va se mettre en face du bison et puis on va l'attendre. Donc moi, je préfère un propulseur. Et ça, ce propulseur, c'est très important parce que c'est une des grandes inventions du paléolithique supérieur. Donc, Homo sapiens, donc, nous, arrive en Europe avec cette arme, ce propulseur, et on peut dire que c'est une arme de guerre par rapport à ce qu'on nous néandertaliens avant. Ça ne veut pas dire que les néandertaliens n'arrivent pas à tuer du gibier, mais là, C'est beaucoup plus facile. il y a une course aux armements, c'est plus facile, plus efficace, et on peut imaginer qu'il peut y avoir eu une concurrence sur les gibiers dans lequel nous sommes sortis vainqueurs. La preuve, nous sommes là, il n'y a plus de néandertaliens. Et donc, c'est une arme, c'est un objet très, très important parce que vraiment, il y a cette augmentation de notre puissance et de notre facilité à subvenir à nos besoins. Donc voilà ce propulseur. Et puis en plus, s'il est joli, c'est pas plus mal. Mais c'est C'est- rare qu'ils soient, ils sont pas tous aussi jolis. Hein. Je trouve que ces deux propulseurs qu'on a dans les Pyrénées, qui se ressemblent, à Bédéiac et en Mazalie, sont fantastiquement belles. Enfin, ce sont des objets d'art. C'est à se demander s'ils ont servi. Oui, ça fait presque penser aux épées de parade un petit peu, qui étaient superbes, mais est-ce qu'elles servaient vraiment Tout à fait. Après, pour ceux qui veulent tester justement le propulseur, vous avez le parc de la préhistoire à Tarascon qui propose des choses comme ça. Moi, j'ai essayé, c'est pas facile du tout. J'ai dû l'envoyer. J'aurais été un très très mauvais homme préhistorique. Je crois que je l'ai envoyé à 10 mètres, complètement à côté de la. Ah oui, non, mais j'étais nul, hein. Ah, Complètement à côté de l'auroch qu'on devait chasser. Le moniteur était bien meilleur que moi. C'est c'est et, normal, euh, je pense. et de toute façon, on peut imaginer aussi qu'au temps préhistorique, il y avait des gens qui étaient doués pour des choses et d'autres non. C'est ça. Et que c'est quelque chose qu'on peut remarquer assez tôt et qu'on arrive maintenant à percevoir, c'est qu'il y a quand même une spécialisation des tâches dans les sociétés préhistoriques assez tôt. Et de manière très forte, sans doute, au paléolithique supérieur. C'est-à-dire qu'avec avec Homo sapiens, on a sans doute une spécialisation très forte, avec sans doute un artiste, sans doute un spécialiste de la taille des silex, parce que je dis des silex, mais en fait, c'est taille de la pierre. La plupart du temps, il y a beaucoup de pierres qui peuvent être taillées autres que le silex, même si au paléolithique supérieur, c'est surtout le silex quand il y en a. Mais tailler de la roche, tailler de la pierre pour en tirer des lames, etc., c'est très, très compliqué. Et il y a sûrement des spécialisations très tôt dans la taille Donc voilà. Donc on aurait sans doute trouvé pour toi une place dans la société préhistorique si tu Moi, je veux n'arrives pas bien à te aller faire servir. du feu. Voilà. Bah, faire du feu, bah, pourquoi pas. C'est pas si compliqué que ça, hein, de faire du feu sans les Tout à fait. allumettes. Alors, il y avait une question sur le propulseur. Est-ce qu'on peut savoir si ça a servi en analysant des traces de sang? Mais finalement, c'est pas le propulseur Le qui propulseur reste dans propulse. la main. C'est ça. C'est pas un casse-tête. Effectivement, ça peut ressembler à l'image qu'on a de ce qu'on appelle les casse-têtes Mm. qu'utilisaient les Amérindiens. Le casse-tête, où c'est une espèce de grosse masse, c'est le gourdin hein, qui va se servir. Donc, lui, effectivement, aurait des traces de sang. Le propulseur, lui, ne reste dans la main. Il ne quitte pas la main. C'est l'équivalent de l'arc pour la flèche. Il sert à propulser, mais il reste C'est là. ça. Par contre, on peut, avec ce qu'on appelle, nous, les études des microtraces, la tracéologie, on appelle la science des microtraces, avec des microscopies haute résolution, on peut arriver à voir si un objet a servi et à quoi il a servi, à condition que la conservation soit bonne, mais on peut assez facilement maintenant, facilement,
C'est compliqué, mais on peut savoir si un objet a servi à couper du bois ou du cuir ou de l'os, etc. Donc les microtraces nous permettent de savoir si ça a servi. Donc on pourrait savoir si un propulseur sur le manche est poli, il a un poli dû à la main, s'il a servi au bout. Enfin bon, il y a des moyens de le voir. Mais ce n'est pas l'objet qui sert à tuer. Ce qui sert à tuer, c'est la lance qui part Ouais. en attendant Et, les flèches. et je parlais du feu tout à l'heure, c'était pour faire la transition avec la dernière question, qui était sur les techniques utilisées pour faire du feu. On avait mis plusieurs, Mhm. dont un allume-gaz, mais ça, je pense que personne ne l'a noté. Quoique, je crois que j'ai eu 1% de réponse sur l'allume-gaz, il me semble. Farceur. Attends, je rattrape les. Hop. Non, il y a eu 0%, c'est bon. Ah, ouf. Et c'est vrai qu'on avait posé cette question pour tordre le cou un peu à l'idée qu'on frappait toujours deux silex entre eux, Ah oui. qui en fait n'est pas du tout bonne. Est-ce que tu Voilà. peux nous en dire un petit Frapper. peu plus, hein? Alors, je ne sais pas si tout le monde a déjà eu du silex dans les mains, mais et deux bouts de silex, si on tape deux bouts de silex, effectivement, on obtient très facilement des étincelles. Et là, le nombre d'enfants que j'ai vu en train de taper des silex entre eux au-dessus de la paille pour essayer de faire du feu, le problème, c'est que quand on trappe un silex avec un autre silex, ça fait beaucoup d'étincelles, mais cette étincelle est froide. Elle est très courte et froide. Donc, elle n'est pas suffisante pour allumer quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette étincelle, on va l'obtenir avec quelque chose qui va durer. Et le mieux, c'est de prendre des minerais de fer. Alors, il existe des minerais de fer à l'état naturel. Donc, on va prendre un bloc de minerai de fer. Et je pense que les hommes préhistoriques savaient très bien où ça se trouvait. Un minerai de fer et un silex. Et à partir de là, quand on va le frotter, on va obtenir une étincelle qui sera, elle, durable et chaude. Donc, ça va être beaucoup plus efficace. Bon, maintenant qu'on a notre étincelle durable et chaude, on ne va pas faire prendre n'importe quelle paille. Mais en général, ce qui est utilisé, même si on n'en a pas de traces préhistoriques, mais toutes les traces ethnographiques, c'est-à-dire dans la Ouais. population actuelle qui l'utilise, on va utiliser, l'une des meilleures choses à utiliser, c'est un champignon, l'armoise. Cette armoise, on la fait sécher, ça fait une espèce comme de coton, qui, une fois séché à Ah, l'intérieur, ça fait un coton qui est jaune et qui est très inflammable. Et donc, notre petit bout de fer, on coince l'armoise au bout, on fait les trois étincelles dessus. L'armoise va très très vite, mais vraiment très vite, faire une petite braise. Et là, avec cette braise qui est chaude, il suffit d'aller voir un peu de paille, de souffler, et c'est parti. Euh, un- Quelqu'un qui a l'habitude de ce geste et qui a des bons outils, c'est-à-dire ces quatre éléments, la paille sèche, peut faire du feu en quelques secondes. bon, ça sera mon boulot au paléolithique alors. Voilà. Et l'autre solution, qu'il faut être un peu plus patient et qui est assez technique, ça va être la friction de deux morceaux de bois. On a tous vu le geste qui consiste à faire tourner une cheville dans un autre morceau de bois qui est au sol. Oui. Alors il faut avoir le bon bois sec comme il faut, mais quand on a le bon bois sec comme il faut, qu'on a fait la bonne entaille dans le support, on peut obtenir. Moi, je ne l'ai pas fait, je n'ai jamais essayé, mais mes collègues qui l'ont essayé peuvent le faire on obtient du feu assez facilement. Et là, ce qu'il y a surtout, c'est que on n'a plus le problème de trouver des matériaux qui sont rares, Oui. Il suffit d'avoir le comme bois sec et ça marche. voilà, la bonne espèce. Il y a des bonnes essences aussi. Il y a des essences qui contiennent plus d'éléments De résine, des choses comme voilà, ça. qui s'enflamment. Mais ça, quelqu'un qui a la bonne plaquette, entre guillemets, le bon truc dans la poche, en une minute. J'ai un bouquin que j'aime bien qui s'appelle le feu avant les allumettes, mais qui malheureusement n'est plus édité. Il Ah, s'appelle Le feu dommage. avant les allumettes. Il explique toutes les façons de faire le feu. Il explique bien que quelqu'un qui sait faire du feu, en 30 secondes, il fait du feu où qu'il soit. Donc, Ça, nos je hommes sais, ouais. préhistoriques, à partir du moment où ils maîtrisent le feu, alors la maîtrise du feu, ça, on pense que c'est vers 400 000 ans. Ça reste encore Ah oui, donc c'est vieux quand même. C'est très largement avant vieux. qu'il soit On a en des Europe, hein. traces avant, on a des trucs à 800 000 ans, mais on n'est pas sûr qu'ils aient fait le feu. Il y a la différence entre récupérer du feu occasionnellement, au gré je sais pas, de la foudre ou bien du volcanisme, par exemple. On peut récupérer du feu, mais de le fabriquer, c'est pas si vieux que ça. 400 000 ans, c'est par rapport à nos 2,5 millions d'années. 400 000 ans, c'est pas tant que ça. Mais on a des indices de feu à 800 000 ans. Est-ce que c'est des feux hérités, voilà, fragiles? La maîtrise du feu, c'est quand même un peu plus récent. Bah, je dirais 100, mais 400 000 ans, qu'est-ce que c'est dans notre histoire? Et j'avais entendu parler justement, je crois que c'était au parc de la préhistoire, que justement le fait de maîtriser le feu, ça avait changé des choses physiologiques chez nous. Oui. Puisqu'on pouvait maintenant manger de la viande cuite.
qui était beaucoup plus facile à mastiquer, et cetera, et qu'on C'est avait trop eu facile. il y avait eu des changements, Oui, oui. Oui, parce que déjà, il y a plusieurs choses. Le fait de faire cuire la viande, alors déjà, avant le feu, le premier avantage du feu, c'est qu'il éclaire. Donc, on maîtrise la nuit. C'est extraordinaire de maîtriser la nuit. Deuxièmement, il chauffe. Là, on maîtrise le froid. Et là, on peut conquérir le monde. On maîtrise la nuit, donc on n'a plus peur. Les animaux ont peur des animaux, l'homme n'a pas peur. Les animaux ont peur du feu, pardon, à l'homme. Donc, c'est avant tout ça le feu, hein. La chaleur du feu et sa lumière, c'est fantastique comme invention, rien que ça. c'est Et super rassurant, ouais. c'est peut-être secondairement qu'on s'est dit que, mince, la viande, une fois qu'elle est cuite, elle se mâche mieux, surtout elle se digère mieux. Et donc, ça nous a permis, effectivement, ce changement de régime alimentaire a permis de nous adapter et à changer, enfin, ça a changé notre physionomie. Effectivement, quand on mange plus de viande et qu'elle est plus facile à digérer, on va devenir un peu plus, j'allais dire efficace, mais c'est pas le mot. La viande apporte des éléments très, très importants pour les chasseurs-cueilleurs. Je ne parle pas pour nous parce qu'on fait tellement peu d'exercice, mais c'est peut-être pas important. Mais pour des populations de chasseurs-cueilleurs, l'apport carné est très important. Et sans doute, ce qui ne veut pas dire que nos néandertaliens n'ont pas mangé des légumes, hein. Si on en a la preuve maintenant qu'ils ont consommé d'autres choses que de la viande. Donc, faut pas, ça aussi, l'image de l'homme préhistorique mangeur de viande, oui, mais voilà, ils ont aussi consommé d'autres choses, y compris des médicaments. On sait par exemple que Néandertal a utilisé Des l'écorce de bouleau. médicaments déjà. On sait que Néandertal a utilisé des fois de manière systématique le bouleau, les écorces de bouleau. Or, l'écorce de bouleau n'a Oui, aucun apport, si ce n'est que dans l'écorce de bouleau, il y a beaucoup de la même molécule que l'aspirine, ah oui, c'est par vrai. exemple. Voilà. Donc, on sait qu'ils ont. Voilà. Et ces molécules-là se conservent très longtemps. On a pu en trouver les résidus entre les dents des Néandertaliens. Et maintenant, on se brosse les dents, c'est ennuyeux pour les archéologues du futur, mais dans les dents, on trouve des choses fantastiques sur le régime alimentaire. Ils trouveront des microplastiques, c'est pas grave. C'est vrai, Ça sera tout aussi intéressant. c'est pas faux. Et justement, en parlant de nourriture, il y avait une question, c'était la 9, sur qu'est-ce qu'on chassait principalement dans le sud-ouest. On Ah, avait dans le parlé tout sud. à l'heure. Ah oui, mais dans le sud-ouest. La question était plus précise que ça. Il y avait qu'est-ce que Cro-Magnon chassait dans le sud-ouest. Ouais, qu'est-ce C'est que là que moi, Cro-Magnon j'ai senti le piège parce qu'en fait, dans le grand public, et c'est normal parce que nous avons véhiculé cette image-là, Cro-Magnon est associé à l'homme préhistorique, Homo sapiens à nous. Donc, si on me dit qu'est-ce que Cro-Magnon a mangé, j'ai envie de vous dire un hamburger. Parce qu'on mange encore on mange des hamburgers et on est encore fils de Cro-Magnon. Alors, pour moi, Cro-Magnon, c'est un fossile. C'est un fossile qui date d'environ 30-35 000 ans, qui a été trouvé en Dordogne. Donc, on va évacuer et se dire qu'est-ce que chassait Cro-Magnon, sauf si je peux vous dire ce que chassait Cro-Magnon en Dordogne il y a environ 35 000 ans. Mais si la question est que mangeait-on pendant la préhistoire au paléolithique supérieur, eh ben, j'ai envie de dire, pour commencer, ce qu'on trouve. Parce que ce qu'on trouve, au sens où ben, ça dépend de la saison et ça dépend surtout de comment on se situe par rapport au Soleil. Je m'explique. C'est que les climats de la Terre, on le sait, changent tous de manière périodique avec des grands cycles glaciaires et des grands cycles interglaciaires. Il se trouve que le paléolithique supérieur est dans un cycle descendant où on va vers une période glaciaire assez forte et qui a été assez rude, qui fait qu'on a eu des conditions de type quasiment polaire dans la région du sud-ouest de la France. Même en France, on avait des conditions quasiment polaires. Donc là, si on est en phase glaciaire, on va avoir avant tout de la steppe. Et sur la steppe, il y a quoi? Des grands herbivores du type cheval, renne, bison, auroch. Je précise que l'auroch, c'est la vache avant la vache. C'est le bœuf sauvage, l'auroch. Donc, on va avoir ces 4 grands herbivores qui, avec notre propulseur, est facile à chasser et qui, en plus, amènent une quantité de viande importante et assez facile à manger parce que c'est quand même de la bonne viande, on en mange encore, même si on les a un peu transformés. Ça veut dire que si on est dans une grande phase froide, oui, ben, le régime alimentaire, ça va être ça. Avant tout, du renne, de l'auroch, du cheval ou du bison. Alors, je les ai mis dans un ordre différent parce qu'en fait, on a remarqué que c'est quelquefois, par exemple, les Aurignaciens, qui sont les premiers sapiens qui arrivent en Europe, eux, ils ont une petite préférence pour le cheval, alors qu'à la fin du Paléolithique supérieur, il y aura une petite préférence pour le renne, mais on se trouve toujours dans ces 4 espèces majeures. Ce qui n'empêche pas ces personnes, dans ces périodes glaciaires, de manger ce qui peut se manger aussi. S'ils sont dans les Pyrénées, ils vont manger de l'isard ou du bouquetin. S'ils sont près d'une rivière, ils vont manger du poisson. Donc, voilà, là, et s'ils sont en période plus chaude,
À la fin Ouais. du paléolithique supérieur, la fin du paléolithique supérieur est marquée par le réchauffement qu'on connaît actuellement, où à la place du renne, petit à petit, il va y avoir du cerf, puis du sanglier, du lapin. Mais le lapin, il existe aussi dans la steppe. Donc voilà, on a une image. Et alors le mammouth, oui, mais c'est parce qu'il est gros qu'on le retient. Si les hommes Oui, préhistoriques avaient c'est mangé, l'animal emblématique. voilà, si l'homme préhistorique avait mangé qu'une mammouth, on ne serait pas là parce qu'on aurait eu faim. Alors que les troupeaux de bisons, les troupeaux de mammouths, de chevaux, c'est déjà beaucoup plus facile à chasser. Moi, personnellement, je préférerais chasser le renne que le mammouth. Donc voilà, donc cette image-là, donc il y a le froid, donc il y a la saison, la grande saison de la Terre avec les grandes glaciations, et après il y a les saisons tout court, parce que suivant le moment de l'année où on se trouve, on va avoir certaines ressources qu'il n'y aura pas à d'autres moments de l'année. Au moment où les saumons remontent les rivières en eau douce pour frayer, ben là on va avoir du bon saumon, et ça change du renne. Ça change des pâtes et du riz. Donc, je pense qu'il y a le saumon. Et puis, il va y avoir, voilà, suivant les saisons, il va y avoir des gibiers différents. Et puis, suivant les saisons, il va y avoir accès aussi à d'autres choses, des tubercules sauvages, des plantes, quelques fruits, etc. Donc, on va avoir quelque chose qui est. Faut pas limiter, ce que je disais tout à l'heure, faut pas limiter l'homme préhistorique aux gros mangeurs de viande qui mangent bien sûr que du mammouth et aux besoins que du renne. C'est oui, mais pas que. Et l'apport carné a-t-il permis le développement du cerveau? Ah, ça, c'est une bonne question, mais qui est complexe. Parce que oui, effectivement, il y a quelque chose qui peut être lié avec ça, même si ce n'est pas ma spécialité, mais il se trouve que effectivement, le cerveau est très consommateur. Très, très consommateur en protéines animales. Mais notre cerveau, il se fait surtout au plus jeune âge. Heureusement, il y a le lait de maman pour constituer notre cerveau. C'est vers de 0 à 3 ans surtout que se constitue le cerveau. Et c'est effectivement, notre gros cerveau est très consommateur. Ouais. Je réponds en même temps à la petite question. Et bien sûr, la peau pour se protéger du froid. Mais là, c'est par exemple, on parlait de Cro-Magnon, donc qui est notre premier européen, notre Aurignacien. On l'appelle l'Aurignacien, le premier Homo sapiens qui a vers 35 000 ans, c'est la culture aurignacienne. On appelle ça. On a créé des cultures. C'est comme je disais tout à l'heure, il faut bien faire des boîtes. Ben, ce Cro-Magnon, puisqu'il s'agit de lui pour le coup, lui, on a remarqué qu'il exploitait beaucoup. On a trouvé souvent des restes de loups ou de renards. Donc on peut imaginer qu'il y a une exploitation Ah oui, spécifique pour la peau. même des carnivores assez impressionnants comme le loup et tout étaient déjà presque utilisés à l'époque, comme ça. Ah oui, ah ouais, on retrouve, moi ça m'est arrivé dans la grotte du Mazazil, dans le niveau aurignacien, on a très souvent des dents de loup et des morceaux de pattes de loup qui peut tout à fait imaginer que la peau a été ramenée, etc. Donc on peut le déduire, on ne trouve pas les peaux, bien sûr. Peut-être que demain, avec les études ADN qu'on fait de plus en plus sur les sols, on retrouvera ces vestiges-là, mais pour l'instant, non. Mais effectivement, ils vont exploiter tout ce qu'il y a autour d'eux. Comme n'importe quel chasseur, cueilleur, il va exploiter tout ce qu'il y a autour de lui, et même si on retient surtout les grands animaux, parce que ça nous impressionne. Et après, il devait sans doute, oui, manger beaucoup de viande. Autre chose que permet le feu, j'ai oublié tout à l'heure, ça permet de conserver aussi. Ah oui, Si la vous viande tuez un cheval, consommée. voilà, si vous avez vu Into the Wild, le gros problème de notre ami qui se perd en Alaska, je ne sais pas si vous avez vu ça, ce film, Je ne l'ai pas vu, euh, moi. voilà, qui arrive à tuer je ne sais plus quel animal, il a un élan ou je ne sais pas quoi, un gros animal, et en fait, il a plein de viande, c'est super, mais il n'arrive pas à le conserver, et même ça le rend malade parce qu'il n'a pas réussi il n'avait pas la technique pour le conserver. Le feu permet de conserver la viande en la faisant sécher, par exemple. Donc ça permet de faire des stocks. Le feu, c'est important pour plein de choses, mais pas que pour le goût. Ouais. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que ça sera le sujet du quiz de la semaine prochaine, Hein. puisqu'on va avoir toute une semaine sur les micro-organismes et la nourriture. Et ça va parler, entre autres, un petit peu en sous-texte, je dirais presque, des techniques de conservation via les fermentations, etc. Donc, Mais la ce qui viande nous ferait séchée, c'est sans doute une magnifique voilà, transition pour la semaine prochaine. c'est une des premières méthodes qui consiste à faire sécher. Mais sécher, ça, c'est pas toujours très rapide, surtout en hiver, si c'est pas sec. Mais si on a du feu, on peut faire sécher de la de viande et les conserver ainsi pour un petit peu plus longtemps pour les moments de disette. Donc ça, on peut tout à fait l'imaginer. Pour terminer, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport au quiz ou sur d'autres sujets dont on a pu parler tout à l'heure. Quelque chose qui te tient à cœur. Qu'est-ce que... Oui, on parlait tout à l'heure, oui, un truc qui me tient à cœur, c'est qu'on retient toujours le silex. Alors c'est sûr qu'au paléolithique supérieur, quand il y a du silex, ils le préfèrent parce que ça se taille facilement. C'est un truc de riche, le silex. Mais il y a plein de régions dans le monde où il n'y a pas de silex et il existe Ça, aussi c'est plein d'autres matières
Par exemple, on parlait tout à l'heure, j'ai vu une question, où est-ce qu'on peut trouver des sites à Toulouse? Si à Toulouse, il y a un petit peu, voilà, ça c'est un très beau silex. Alors ça, c'est le rêve c'est pour le tailleur de silex. Il y a très peu d'accidents, ça se taille comme du beurre, entre guillemets, hein, ça c'est très facile. Mais il y a d'autres roches qui vont pouvoir se tailler, qui seront tout aussi efficaces. Et dans la région toulousaine, des silex, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est le beau silex de Bergerac. C'est un des plus beaux silex qui existent en France. Ça se taille, c'est fantastique. Mais quand il n'y a pas de silex, on fait comment? Et les hommes préhistoriques, beaucoup d'endroits du monde, ont fait très bien leur affaire d'autres roches qui sont moins belles, ça fait des moins beaux outils. C'est pour ça que nous, ça nous a moins marqué. Mais il Ouais, existe Néandertal ou même les premières occupations de la vallée de la Garonne, ils se sont contentés, vous savez, les beaux galets gris, là. C'est la quartzite, on appelle ça des quartzites. Ces beaux galets gris, ils en ont fait des bifaces, ils en ont fait des outils, et par milliers, et on en trouve effectivement dans toute la région toulousaine de ces industries. Alors, industrie, pour nous, c'est l'ensemble de ce qui constitue ce qui a servi à faire des outils. Voilà. Quand on fait une industrie lithique, on dit, c'est oui, tout ce qui est l'ensemble des objets en pierre et pas que l'outil fini. Voilà. Donc ils ont fait une panoplie, voilà, on va dire c'est une panoplie d'industrie. Ils ont fait une panoplie avec les roches qu'il y a sur place. Et la région toulousaine en est gavée. Moi, si je vais dans le moindre champ à côté de Toulouse, je suis sûr de trouver un outil taillé. Parce qu'en plus, c'est beaucoup plus solide que le silex pour voilà. ce qui sert. Voilà, donc on en trouve partout. Donc voilà, c'est une grande période. Et puis, on parlait de la nature de l'homme, du propre de l'homme, pour les origines. Est-ce que fabriquer un outil, ça fait de nous un homme? Le problème, c'est qu'il y a très très peu de temps. Là, ce sont des découvertes très récentes. Là, je vous parlais de l'émergence de l'homme, là, de Homo habilis, il y a environ 2,6 millions, 2,5 millions d'années, on va dire, et Homo habilis qui apparaît parce qu'on l'a défini comme habile. Donc habilis, habile, parce que c'est le premier, on pensait à faire des outils. En manque de peau, on a trouvé des outils à 3,3 millions en Éthiopie il y a très peu de temps. Et manque de peau, ben, il n'y a Dommage. pas d'espèce homo qui existe à ce moment-là. Et il se trouve que ben, cette industrie, elle est sans doute, pardon, cette industrie, cette panoplie lithique est sans doute à rapporter à un australopithèque. Pithèque, c'est le singe. Même si c'est notre ancêtre, Dommage. probablement, Ouais, un de c'est ces bien. australopithèques est sans doute notre ancêtre. Donc voilà, donc qu'est-ce qui définit l'homme? Là, par contre, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est qu'on a beaucoup de mal à définir ce qui nous définit nous. On a des idées, je pense que chacun aura son idée de ce qui va le différencier de l'animal, mais au final, laquelle est la plus tangente? Moi, je me pose toujours la question. Et fabriquer des outils, ouais. Ouais, mais bon, ce n'est qu'un appendice de nous-mêmes. Et certains singes font quelques outils, etc. Est-ce que c'est. Euh, on pourrait penser que c'est le langage. Est-ce que notre langage complexe, parce qu'il est complexe, fait de nous un humain? Mais est-ce qu'il était Des humains qui complexe n'ont déjà à l'époque? À l'époque? des humains qui n'ont pas de langage par accident et qui pour autant sont humains. Pensons à ça, ce qui nous définit. Être humain, est-ce que c'est pas simplement avoir une pensée? Et est-ce que être humain, c'est pas pratiquer l'art, c'est-à-dire cette pensée symbolique, et puis surtout raconter des histoires, ce qu'on est en train de faire là. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'espèces sur Terre qui nous définissent, et on ne va pas se définir comme une espèce supérieure, mais on va se définir comme une espèce pensante. Voilà. Oui, Et, ouais. et Après, on il est faudrait la seule. définir ce que c'est On que est la la seule. pensée aussi. Voilà, c'est compliqué, mais c'est une question que je vous pose à vous, que je n'ai pas la réponse. Et c'est ce qui fait peut-être que je fais ce métier-là. On revient au début là. Quel métier j'aurais fait autre? Pourquoi j'ai fait ce métier-là? C'est parce qu'il m'interroge sur ce que je suis moi-même, sur ce qu'on est nous-mêmes, sachant que nous sommes la dernière espèce du genre Homo sur Terre. Et en ces temps de, de pandémie et d'épidémie, prenez soin de vous parce qu'on est la dernière espèce. Hein. On n'a pas le relève derrière. Autant à une époque, il y a à peu près 300 000 ans, il y avait 6 ou 7 espèces humaines sur C'était Terre. bourgeonnant, ouais. Voilà, il y en avait un petit peu partout. J'ai parlé tout à l'heure de Néandertal, donc de Sapiens, mais il y en avait d'autres. Il y a 200 000 ans, il y avait plusieurs espèces sur Terre. Là, maintenant, il n'y en a plus qu'une. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui nous fait, nous? Qu'est-ce qui nous fait si différents parmi la nature? Voilà. C'est une question que je vous Grosse pose, comme question ça, pour ouverte. une fois. Je sens qu'il y en a qui vont pas dormir ce soir, je sens. Voilà. Et ben, je vois, il y a une question sur le Mazazil et sur le musée. Oui, allez le visiter. Je n'ai pas encore vérifié s'il est ouvert. Moi, je travaille avec mes collègues et il me tarde de pouvoir y retourner sur le terrain, à la grotte du Mazazil. Allez le visiter. Même si le musée n'est pas ouvert, le lieu est fantastique pour le pique-nique. Même ça. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'en faire un ou deux sites par là, et c'est vrai qu'il y a des très belles choses. Béliac, allez les voir, ces grottes. C'est Tant que c'est ça, encore autorisé, et qu'elles c'est sont encore là. fragile. Voilà.
Donc, comme je disais tout à l'heure, la semaine prochaine, on aura encore une thématique scientifique. Ça sera cette fois-ci sur la nourriture et les micro-organismes. Notre NutriQuiz, normalement, devrait être mis en ligne maintenant, juste après le live, si je ne me trompe pas. On se retrouvera toujours pareil mardi pour des conseils lecture. Mercredi pour une vidéo tuto. Il faudra un petit peu de matériel, ça va être sympa. On a commencé à y travailler dessus avec mon collègue Simon. Et on fera normalement jeudi, ce coup-ci, la conférence avec, je n'ai pas noté le nom. Est-ce que Simon, tu peux m'envoyer le nom de ton intervenant? Je me souviens de son prénom, Alexandre. En tout cas, ça sera une conférence Alexandre, voilà, David Hachette, qui nous parlera de la relation entre les micro-organismes et notre nourriture. N'hésitez pas à retrouver tout ça sur notre site web, sur les réseaux sociaux. Merci Marc, c'était super intéressant. On C'est a un battu le plaisir. record, on a fait 1 heure. Ah, mais j'avais dit, de On toute façon, il s'était fallait me li- sauver, hein. on S'il vous s'était plaît, on limité, ouais, continue. mais moi, c'était intéressant, donc mais moi, j'ai pas vu l'heure passer, en fait. Sinon, je t'aurais stoppé. Non, encore que non, même pas. Et puis, bah, peut-être à une prochaine fois. Avec plaisir. Je Merci suis. d'avoir regardé. Et puis, Merci à vous bah, tous et toutes. un bon week-end à tout le monde. Et restez protégés Et à la maison. préisolé. Et voilà. Soyons tous des Cro-Magnons au chaud dans la grotte. Dans nos grottes, exactement. Bye Bonne soirée à bye. tout le monde. Au revoir.